Bonjour les amis, Eric et ses parents sont rentrés en Belgique comme nous l'avons montré hier. Au moment où ils rentrent, Eric avait des larmes. Il s'était embrassé avec son ami que nous allons appeler Zadio qui lui reste au Congo dans son pays. Et les deux enfants, nous l'avons dit, ont juré de se retrouver plus tard. Une fois parti, le petit Africain va quand même demander à son père, « Papa, dis-moi, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? Mon ami et ses parents, on s'entendait bien, on avait bien vécu ensemble. Pourquoi sont-ils partis ?» Le parent lui dit, « Tu es encore trop jeune pour comprendre, mon enfant. Mais je vais quand même t'expliquer certaines choses. » Alors il lui a raconté un peu l'histoire de l'Afrique sans aller trop en détail. Il lui a dit, il y avait un moment sur ce continent, nous, on n'avait jamais vu un homme blanc. Appelons ça l'Afrique précoloniale. Mais il y a des gens qui sont venus chez nous et qui ont fait de nous leurs esclaves. C'est ce qu'on appelle la traite arabo-musulmane. Ils viennent chez nous, souvent la nuit, ils encerclent les villages, ils mettent le feu aux cases, ils attrapent les gens, ils en tuent d'autres et ils les emportent, ils les amènent chez eux. Beaucoup d'Africains ont péri, non seulement sur la route, il y en a qui ont péri parce qu'ils sont défendus, ils ne voulaient pas partir. Il y en a même qui vont mourir là où on les amène. Et alors ce qui était grave dans la traite arabo-musulmane, c'est que même là où ils les amenaient, ils les castraient. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les traces de la traite arabo-musulmane ne sont pas très visibles. On ne leur a pas permis de se reproduire, on les castrait. L'Afrique a connu cela. Après la traite des arabo-musulmans, eh bien, les Européens sont venus aussi. Commerce triangulaire. Et là, c'était la traite transatlantique. Nous parlons aussi des explorateurs qui sont venus, qui vont voir pour la première fois le fleuve et ils vont dire « nous avons découvert », comme si les habitants qui habitaient dans les environs ne savaient pas que le fleuve existait. Eh bien, nous avons connu aussi beaucoup de malheurs à ce moment-là. Mais en 1885, il y aura une conférence à Berlin. Et au cours de cette conférence, Léopold II, roi de Belge, deviendra propriétaire de notre pays, par exemple. 2 345 000 km². C'était un terrain avec des gens dedans, avec toutes les richesses qui appartenaient à Léopold II, même pas à la Belgique. Alors à ce moment-là, les agents de Léopold II vont venir chez nous. Ils ont une mission, soumettre la population des gré ou de force. Et pour revendiquer un territoire, dire « ça c'est à moi », il fallait planter le drapeau de celui qui vous a envoyé et obtenir l'allégeance des chefs locaux. Et je donne un exemple. Eh bien, vous avez des Européens qui arrivent au Katanga, dans la région de Bunkeya, où il y avait un peuple qu'on appelle les Yeke, avec leur chef qui s'appelait Msiri. Ils viennent pour planter les drapeaux. Et Msiri va s'opposer. Et comme Msiri s'oppose, le capitaine Bodson sort son revolver et il tue le roi tout de suite là. Il les tue. Et on coupe la tête et on la met sur un bâton et on le montre. Et la population est vaincue. À partir de ce moment-là, l'homme blanc qui était malin va dire à la population, ben écoutez, vous avez perdu votre roi et nous aussi nous avons perdu un homme parce que le fils du roi avait lui aussi tiré sur le capitaine Bodson tout de suite. Alors il dit, ben, c'est comme si c'était un match nul, on ne va pas se battre, nous allons maintenant choisir un autre roi. Et M. Ster va se mêler du choix d'un autre roi de Yeke. Maintenant on peut se poser la question, est-ce que cette manie de se mêler du choix d'un roi ou d'un président, est-ce que c'est fini ou est-ce que même aujourd'hui il y a encore la survivance de cette manière de se comporter là? Bref, on tue le chef Msiri parce qu'il n'a pas voulu qu'on plante les drapeaux à Bunkeya. Au Bénin, il y a eu un autre roi qui avait beaucoup résisté aussi, c'était Béhanzin. Jusqu'au moment où celui-là, les Français vont par ruse l'inviter et l'amener à Martinique à son insu. Et quand il arrive là-bas, il est exilé. Il va rester là-bas quelques années et puis il va tomber malade. Il va supplier, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. Je suis un roi. Mais alors, plutôt que de le remettre chez lui, on l'a envoyé en Algérie. C'est en Algérie qu'il est allé mourir. Ça, c'était un résistant, Béhanzin. Parmi les autres chefs que nous pouvons citer sur le continent africain, au sud, vous avez les Tchaka-Zoulou. Du côté du Mali, même pays avec Sénégal et tout, là-haut, vous aviez un roi du nom de Mansa Moussa, l'homme le plus riche du continent, qui avait beaucoup d'or, qui commerçait aussi. Je voudrais dire par là qu'on n'a pas trouvé en Afrique une forêt vierge, une table rase où il fallait tout faire. Non, on a trouvé des empires aussi. Empire du Mali, empire du Monomotapa au sud, empire du Congo, empire du Ghana, avec tous ces grands noms que je viens de vous citer. Mais pendant cette période, c'était aussi une période où tout n'était pas rose. À ce moment-là, les gens n'ont pas encore beaucoup étudié. Les gens ont eu une lecture des événements qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas toujours à la réalité scientifique, par exemple. Je vais donner un exemple.
chez les Yéké, chez les chefs Msiri qu'on a tués, d'accord. Mais ces chefs, qui lui-même était originaire de Tanzanie, eh bien, sur le pieu qui entoure la palissade de sa cour, il y avait des crânes de têtes humaines, des gens qu'il avait vaincus. C'est dire là que les guerres intertribales étaient fréquentes. Et c'est même parce que les guerres intertribales étaient fréquentes que la population est fragilisée, que quelqu'un qui viendrait de loin, il peut les dominer facilement. Les gens n'avaient pas encore été à l'école, alors pour la médecine, par exemple, ils se soignaient avec les plantes, d'accord? Mais ces soins-là avaient leurs limites. Et même quand il y avait quelqu'un qui était mort, souvent on cherchait la cause dans les surnaturels. Et parfois il y avait de la vengeance. On me dira que toutes les sociétés du monde sont passées par là. Oui, mais ça n'empêche que, ici je raconte ce que c'était en Afrique, ce qu'était l'Afrique à ce moment-là. 1885, conférence de Berlin, Léopold II devient propriétaire de notre pays, le Congo. Il va envoyer ses agents pour exploiter le Congo. Ce qui les intéresse à ce moment-là, c'est surtout les caoutchoucs. Alors, comment ça se passait? On vient dans un village, on exige au chef du village de donner des gens qui vont aller cueillir les caoutchoucs. Si vous refusez, on vous punit. D'ailleurs, Léopold II avait dit à ses agents qu'il allait envoyer, vous devez faire tout pour soumettre la population, de gré ou de force. Alors ils arrivaient, ils plantaient les drapeaux et si, une fois qu'ils ont planté les drapeaux pour dire nous sommes ici, eh bien ils demandaient l'allégeance des chefs coutumiers, alors le pays leur appartenait. C'est ainsi qu'à Bunkeya, le chef Msiri va refuser et Botson va l'abattre. Mais le fils de Msiri va venger son père tout de suite. Aujourd'hui encore à Bunkeya, chaque année, à l'anniversaire de la mort de Msiri, il y a des commémorations. Et lors de ces commémorations, les Africains nettoient et la tombe du chef et la tombe de son assassin. Alors un jour, un Belge a demandé aux Africains, mais comment vous pouvez encore entretenir la tombe de quelqu'un qui a tué votre roi? Les Africains ont répondu, nous sommes des lions, nous ne sommes pas des hyènes, nous respectons l'ennemi mort. Mais alors, à d'autres endroits, les Européens se sont imposés avec des méthodes parfois brutales. Je donne l'exemple de celui qu'on appelle le commandant Lemaire. Commandant Lemaire, c'est quelqu'un de Kouem, dans la région de Mons. À sa mort, on a retrouvé dans ses affaires, ici en Belgique, une sorte de carnet de bord dans lequel il notait ses hauts faits, ou ce qu'il croyait ses hauts faits. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans ces carnets? On peut lire ceci, qu'il dit qu'il est arrivé lui-même, le 28 mars 1891, dans le village de Bokanga, pour recruter. Et comme les gens avaient l'air de résister, il a brûlé tous les villages. Le 4 avril 1891, il s'est arrêté à Bolibo. Le village est brûlé et un homme est tué. Il est arrivé le 12 avril 1891. Il a attaqué le village d'Ikenga. Le grand chef Ekele est tué et jeté à l'eau. Le 14 avril 1891, c'est une expédition contre l'Oliva qui refuse de venir à la station. Alors on l'a attaqué et une quinzaine de Noirs sont tués. Le 14 juin 1891, à 5 h du matin, les Zanzibarites Mechou est envoyé avec une quarantaine d'hommes pour brûler le village d'Nkole. En 1899, le maire fait enfumer des résistants qui s'étaient réfugiés dans les grottes de Chamakele dans le sud du Katanga. Et les chefs Mouloumé, Nyama ainsi que 178 autres villageois sont morts. Vous avez aussi M. Storm qui, lui, dans les régions de Tanganyika, s'en est pris au chef qui l'a tué et il a même coupé sa tête. C'est le crâne de Lusinga. Le crâne de Lusinga se retrouve encore aujourd'hui dans le musée des sciences naturelles à Bruxelles. Léopold II n'avait jamais mis ses pieds au Congo. Et ce que ses agents sont en train de faire là-bas en faisant souffrir la population, je ne sais pas s'il est au courant, mais est-il qu'en 1908, sur pression des Américains, des Anglais, à partir d'un reportage qui a été fait des abus de ses agents au Congo, Léopold II va céder alors le Congo à la Belgique. Nous sommes en 1908, le Congo devient alors le Congo belge. Il cesse d'être l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi Léopold II. Et là, c'est la colonisation. Voilà pour l'histoire. Donc, Afrique précoloniale, où vous avez des empires, où vous avez des rois dont j'ai cité les noms, mais où il faut reconnaître aussi, souvent des guerres intertribales, un certain obscurantisme, des pratiques qui n'étaient pas toujours des pratiques qui méritaient d'être abandonnées, l'esclavage. Eh bien, l'Africain a souffert. Et alors là, quand le Congo devient maintenant colonie de la Belgique, c'est la colonisation qui va commencer. Et la famille dont nous avons parlé, elle est venue pendant la colonisation. Alors quand j'évoque tous ces pans de l'histoire, j'ai envie de dire
par exemple, à un Européen, dans la vie, nous écrivons deux histoires. Histoire avec grand H et histoire avec petit H. J'ai envie de dire à un Européen qui est en face de moi, ne te sens pas responsable de la grande histoire dans laquelle tu as participé malgré toi. Si, dans la grande histoire, il y a des choses dont tu n'es pas fier, mais console-toi avec les biens que toi tu aurais fait en écrivant l'histoire à la première personne. Alors, nos amis qui sont allés en Belgique, avec leurs enfants en train de pleurer, est-ce qu'ils ont écrit quelque part des belles pages avec petits jeux? Si oui, eh bien, qu'ils se sentent consolés. Alors, est-ce que les deux enfants vont finir par se revoir? L'histoire nous le dira. Aujourd'hui, nous nous arrêtons donc à l'histoire précoloniale, à l'Afrique précoloniale et l'Afrique coloniale. La prochaine vidéo, nous allons dire un mot sur la colonisation. Est-ce que ces deux enfants finiront par se retrouver? L'histoire nous le dira. Il nous reste d'abord à commenter la période de la colonisation et nous verrons alors qu'est-ce qui va arriver. Voilà, histoire à suivre. Je vous remercie. Ciao. Jean? Bonjour. Linda?